éclater la craie à l'extérieur au milieu de la nuit. Pendant la nuit, on remplit des sacs de sable de cette craie ou on la mélange avec de la boue pour lui faire perdre son éclat, de sorte que les Allemands ne sauront pas précisément où sont les sorties des tunnels, mais également quelle est l'étendue de nos tunnels. C'était très important. Les soldats allemands savaient qu'on creusait, mais ils ne savaient pas où ils étaient, donc il fallait garder cet avantage d'une certaine façon. Vous avez pu remarquer, c'est pas fait en métal, c'est fait en bois, pour deux raisons. Premièrement, vous avez probablement déjà vu dans une gare au cours de votre vie, peut-être vous avez vu un train entrer en gare ou passer sur une voie ferrée, ça fait énormément de bruit. Le crissement du métal contre le métal, ça s'entend de très loin, et donc les Allemands auraient peut-être pu nous entendre. Donc on utilise du bois, ça couine, mais c'est moins bruyant. Un autre aspect, c'est ces petites pierres noires que vous avez probablement pu remarquer ici et là dans le tunnel. C'est ça, c'est du silex. Alors, du métal contre du silex, ça fait des étincelles. Ce qu'on regarde ici, c'est des explosés, donc, boum. Du bois, ça fait du feu, mais au moins, spontanément, ça n'en produira pas. Donc, c'est une bonne chose. Mais ici, ça s'appelle le tunnel Blackwatch, car ici aurait attendu, la veille de la bataille, le 42e régiment Blackwatch de Montréal, un régiment d'origine écossaise. Ceux-ci portaient le kilt, la jupe écossaise, et la cornemuse lorsqu'ils allaient au combat. Vous imaginez que la boue jusqu'aux genoux, ça fait être loin d'être confortable pour eux. Également, on aurait attendu ici le régiment royal canadien, le régiment d'infanterie légère de la princesse Patricia. 3 régiments, 950 hommes descendent ici le 7 avril. La bataille est prévue pour le 8, donc ils attendent ici, debout, les uns derrière les autres, dans le plus grand silence, pas un mot, pas un mouvement, des vivres pour à peu près 24 heures dans l'obscurité presque la plus totale, et dans le froid, l'humidité, la boue jusqu'aux genoux. Ils attendent. Or, ce sont des soldats pour la plupart très expérimentés. On est en 1917, certains, ça fait déjà 3 ans qu'ils sont en Europe à combattre et ont vu c'est quoi le coût de la guerre. Ils ont vu de leurs collègues, peut-être un ami, un père, un frère, un fils, tomber sur les champs de bataille en Europe. Descendus par le shrapnel, déchiquetés par les mitrailleuses ou encore souffrant des horribles conditions de vie dans les tranchées. Ils sont tombés malades, ayant dû être amputés ou quelque autre raison que ce soit. C'est donc ici qu'ils attendent et pensent à toutes ces choses. Mais ils vont faire une rencontre encore plus macabre avant de descendre dans ces tunnels. En effet, auparavant, pendant la guerre, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de morts. On est habitué à les guerres napoléoniennes, peut-être des dizaines, centaines de morts, et c'est à peu près tout. Et ici, on parle de centaines, de milliers, sinon des millions de morts. Conséquemment, on devait creuser des fosses communes. Et ce n'est pas une façon appropriée de descendre, de disposer du corps de quelqu'un qui a donné sa vie pour son pays. Conséquemment, par respect d'une certaine façon, on creuse les cimetières aux alentours de Vigny pour cette bataille. Et les soldats vont avoir à traverser ces cimetières avant de descendre dans les souterrains. Voyant des tombes vides, peut-être, se penser, serait la leur. Et finalement, le 8 avril, il y a une tempête de neige et on doit reporter l'attaque. Et ils attendront ici dans les mêmes conditions, sans bouger, sans manger plus, dans le froid et l'obscurité, pour près de 2 jours. Finalement, à 5h30 du matin, le 9 avril 1917, vous aurez vu tous ces hommes se déplacer dans cette direction, grimper non pas un escalier, mais une pente boueuse, avec quelques planches de bois, très glissantes, près de 60 livres de matériel sur le dos, 30 kilos, ou encore, et un fusil entre les mains, prêt à les combattre pour de nombreuses heures encore, déjà épuisés, mais du cœur au ventre et prêt à les combattre. Ce qui sera connu comme la bataille de Vigny, la seconde partie que nous allons maintenant voir. Donc, c'est dans cette direction que nous prenons, la même qu'ont emprunté tous ces jeunes hommes. Donc là, vous venez présentement, c'est ce qu'on appelle le No Man's Land, qui pourrait être traduit littéralement comme endroit où il n'y a aucun homme. Et ça s'explique parce que c'est fort différent du No Man's Land que vous voyez aujourd'hui. À l'époque, ça aurait été un champ de boue avec des nuages de gaz qui parfois traversent le No Man's Land. Vous aurez vu des cratères, des obus non éclatés, vous aurez vu des hommes, des corps en pleine putréfaction qui gisent depuis des mois. Les fils barbelés où sont prisonniers des soldats qui agonisent lentement, hurlant à l'aide, une aide qui ne viendra jamais, et qui peu à peu, leur hurlement diminue. Donc un véritable enfer, le dernier endroit où on veut être, vous avez 2 armées hostiles qui s'observent et se tirent dessus dès qu'il y a le moins de mouvement.